Salam alaikum. Pour mieux réviser les SVT pour la troisième année collégiale, on dima pour la digestion. Pour la vidéo d'aujourd'hui, la digestion in vitro. Dans la vidéo précédente, les aliments que nous mangeons subissent des transformations mécaniques et chimiques au fur et à mesure de leur progression dans notre tube digestif pour que ces aliments soient transformés en petites molécules qualifiées de nutriments, seuls capables de traverser la paroi intestinale vers le sang qui les distribue à l'ensemble des cellules de l'organisme. Et pour comprendre la transformation des aliments, on peut pratiquer expérimentalement quelques digestions in vitro. Et in vitro, c'est un mot latin qui signifie sous verre. Ça veut dire une expérience réalisée à l'extérieur du corps dans des tubes en verre, donc des tubes à essai. Par opposition, on parle d'expérience in vivo, qui signifie dans le vivant, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Et vous avez déjà sans doute vu le cours, la digestion in vitro de l'amidon par l'amylase. L'explication de cette expérience et l'analyse de ses résultats dans la vidéo concernant la digestion des aliments. Je vais vous mettre les liens sous cette vidéo dans la description. Commençons avec ce premier exercice qui parle de la digestion in vitro du blanc d'œuf. Pour la vidéo, je vous bien le schéma de cette expérience et son résultat. Ces trois questions. Ce genre d'exercice, il faut bien observer et lire les données du schéma pour bien comprendre l'expérience et son résultat. D'après ce schéma, l'expérience est la suivante. On place au bain-marie à 37 degrés Celsius, qui est la température corporelle, deux tubes à essai. Le tube A contient des petits cubes de blanc d'œuf cuits dans de l'eau et dans un tube B, des petits cubes de blanc d'œuf mêlés au suc gastrique, qui est le liquide de l'estomac. Après 1 heure, on observe que le contenu du tube A n'a pas changé d'aspect, alors que celui du tube B s'est éclairci. Et c'est la réponse pour la première question qui nous demande de décrire les résultats obtenus. Puis, on va donner une explication pourquoi le contenu du tube A n'a pas changé alors que celui du tube B s'est éclairci. D'après les données, la seule différence entre les deux tubes, c'est le suc gastrique qu'on trouve au niveau du tube B seulement. Donc, le blanc d'œuf, qui est un aliment d'origine protidique, a été transformé par le suc gastrique en un autre protide qui s'est solubilisé. Il est devenu un nutriment. Le tube A, li ma درناش فيه le suc gastrique. شنو دوره في هاد l'expérience? C'est grâce à ce tube qu'on pourra comparer à la fin de l'expérience les résultats dans les deux tubes, avec ou sans suc gastrique. On pourra ainsi confirmer si le suc gastrique est bien responsable de la digestion du blanc d'œuf. Donc, le tube A est appelé tube témoin. Pour la deuxième question, expliquez le rôle du suc gastrique. On sait que le suc gastrique est un fluide biologique produit par l'estomac et qui renferme l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort, ce qui confère un caractère très acide au milieu stomacal, ce qui va faciliter le travail de la pepsine, qui est l'enzyme responsable de l'hydrolyse des protides en fragments plus petits, qui sont les polypeptides. المعدة ديالنا فيها هذا السائل اللي هو العصارة المعدية le suc gastrique اللي فيها أهم أنزيم تهضم لنا البروتيدات. الأنزيم هو لا بيبسين اللي ميمكنلوش يكون نشيط إلا في وسط حمضي. هادشي علاش في هاد لو suc gastrique كاين حتى l'acide chlorhydrique qui rend le milieu très acide avec un pH qui est égal à 1. Et pour la dernière question, on va écrire la réaction chimique de la digestion des protides. Le substrat et l'عنصر اللي غيتهضم, dans ce cas ce sont les protides, plus l'enzyme qui va catalyser cette réaction chimique, c'est la pepsine, sans oublier l'HCl, l'acide chlorhydrique, qui rend le milieu acide pour activer la pepsine en présence d'eau, toujours la température corporelle 37 degrés Celsius pour libérer les polypeptides, plus la pepsine et l'HCl. La pepsine reste intacte après la réaction, donc le rôle des enzymes généralement ce sont des catalyseurs qui accélèrent et facilitent la réaction. Donc cette expérience qui m'a fait l'exercice de la digestion in vitro des protides, الهدف منها هو c'est pour
tester l'action chimique du suc gastrique grâce à son enzyme qui est la pepsine. كيف ما استعملنا دابا في l'exercice précédent l'expérience du blanc d'œuf, on peut utiliser un autre aliment protéique comme la viande. D'après le schéma, on place au bain-marie à 37 degrés Celsius deux tubes à essai. Le tube A contient un morceau de viande et le suc gastrique. Le tube B, de la viande hachée et du suc gastrique. Après 24 heures, on observe que le morceau de viande est presque intact, alors que la viande hachée a pratiquement disparu. Donc, le broyage de la viande facilite l'action du suc gastrique. Donc, on cherche à travers cette expérience à préciser l'importance du broyage dans la digestion des aliments. On sait que dans la bouche, la mastication par les dents permet de réduire les aliments en morceaux plus petits. Ceci va faciliter leur transformation le long du tube digestif. إذا الهدف من هذه التجربة هو نبينوا الدور ديال الهضم الميكانيكي. ففي الفم ديالنا الأسنان تتقطع الأطعمة لأجزاء بسيطة وصغيرة اللي غتسهل العمل ديال الأنزيمات على طول الأنبوب الهضمي ديالنا. Voilà notre exercice afin d'étudier l'influence de la température sur la fonction des enzymes. L'influence de la température sur la fonction des enzymes, يعني تأثير درجة حرارة على وظيفة الأنزيمات. On a préparé 3 tubes à essai. كيف ما عندنا في le tableau, les tubes numéro 1, 2 et 3. Chaque tube contient 10 ml d'emploi d'amidon. Donc on a 10 ml d'emploi d'amidon dans chaque tube, plus la salive refroidie à 0 degré Celsius dans le premier et le deuxième tube, ou bien la salive bouillie à une température supérieure à 80 degrés Celsius dans le troisième tube. Puis on place ces tubes à essai dans un bain-marie à une température de 0 degré Celsius pour le premier tube seulement, ou à 37 degrés Celsius pour le deuxième et le troisième tube, pendant 20 minutes. Et après, on ajoute à chaque tube à essai l'eau iodée. Et voilà les résultats obtenus pour chaque tube. La première question, dans quel but on utilise l'eau iodée? On sait que toujours on utilise l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon, parce que l'eau iodée réagit avec l'amidon et donne une coloration bleu-violette. La deuxième question nous demande d'expliquer les résultats obtenus. Ça veut dire on va expliquer pourquoi on a obtenu la coloration bleu-violet au niveau du tube numéro 1 et 3, contrairement au deuxième tube. كيف ما قلنا, on a utilisé l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon. Et puisque dans les tubes numéro 1 et 3, on a observé une coloration bleu-violette, cela prouve qu'il y a présence d'amidon. Donc le deuxième tube, l'amidon, s'est transformé en sucre réducteur. ويمكننا نزيدو ان تيست واحد اخر باش ناكدو هذا الشيء avec la liqueur de Fehling à chaud. تنعرفوا ان la liqueur de Fehling a une couleur bleue et lorsqu'on ajoute la liqueur de Fehling sur un sucre réducteur et on chauffe, on obtient un précipité rouge brique. Mais en absence de sucre réducteur, sa couleur reste bleue. Donc pour le premier tube, si on teste avec la liqueur de Fehling, on obtient une coloration bleue. Pas de précipité rouge brique, car il n'y a pas de sucre simple, il y a seulement l'amidon. La même chose pour le troisième tube. Mais pour le deuxième tube, on obtient un précipité rouge brique qui marque la présence d'un sucre réducteur. Donc on a dit pas de coloration bleu-violet avec l'eau iodée, donc pas d'amidon. Mais le test avec la liqueur de Fehling montre la présence d'un sucre réducteur. Donc, au niveau seulement du tube numéro 2, que la salive a pu transformer l'amidon en sucre réducteur. Pourquoi?
La réponse pour cette question est trop simple. D'après les données du tableau, les conditions, les tubes 1, 2 et 3, la différence, il y a la température. Le premier tube ou le deuxième tube, elle a le même contenu, l'emploi d'amidon avec la salive en 0 degré Celsius. Mais l'amidon ne s'est pas transformé en sucre réducteur le premier tube. Par contre, le deuxième tube, l'amidon s'est transformé. Le premier tube, درناه في bain-marie d'une température de 0 degré Celsius. Mais le deuxième tube, درناه في bain-marie d'une température de 37 degrés Celsius. Donc, en absence d'une température convenable similaire à la température corporelle, qui est 37 degrés Celsius, la salive n'a pas d'efficacité sur l'amidon. واخا دابا يمكن تقول لي علاش في لو troisième tube واخا درناه في بان ماري d'une température de 37 degrés Celsius l'amidon ne s'est pas transformé لان في هذه الحاله استعملنا لا ساليف بويي sa température qui dépasse les 80 degrés Celsius يعني غليناه donc la salive bouillie a perdu son efficacité même si elle est remplacée dans des conditions optimales de température de 37 degrés Celsius. يمكن لي نعطي comme réponse pas de réaction positive dans le tube numéro 1 due à l'absence d'une température convenable qui est 37 degrés Celsius. La même chose, pas de réaction positive dans le tube numéro 3 est due à l'influence de la température sur l'enzyme de la salive. Donc l'enzyme اللي موجود في la salive ما يمكن له يدير العمل العادي ديالو اللي هي il va transformer l'amidon en sucre réducteur, soit il a qu'un la température de 37 degrés Celsius. Mais la salive déjà bouillie, l'enzyme est déjà détruit par la chaleur. Cette la partie, le tableau du test avec la liqueur de Fehling, une réponse pour cet exercice. Et le test avec la liqueur de Fehling. La troisième question, que peut-on déduire sur l'efficacité de la salive? Qui me fait l'exercice qui m'a la salive peut transformer l'amidon en sucre réducteur et cela grâce à une enzyme qui est l'amylase salivaire. Et donc, l'amylase salivaire, il y a dégradé l'amidon en sucre réducteur. Mais l'amylase, comme toute autre enzyme, peut être détruite facilement par la chaleur. يعني منين غلينا la salive قدينا على l'enzyme اللي هو l'amylase salivaire. Donc واخا درناها في des conditions de température convenable il y a 37 degrés Celsius puisque l'amylase est déjà détruite, donc il n'a pas pu transformer l'amidon en sucre réducteur. Mais la salive, une fois qu'on dirouha 0 degrés Celsius, l'amylase, l'enzyme اللي فيها n'est pas détruite, mais راها inactive, غير نشيطة. Mais une fois تنديروها في 37 degrés Celsius, تتعاود تتلقى les conditions favorables وتدير الدور ديالها اللي هو la dégradation de l'amidon en sucre réducteur. Donc je peux écrire comme réponse, d'après l'analyse précédente, on peut déduire que la réaction entre l'emploi d'amidon et la salive nécessite une température de 37 degrés Celsius, qui est la température corporelle. Mais à des températures élevées, la salive perd l'efficacité car son enzyme, qui est l'amylase salivaire, est détruite par la chaleur. Elle ne retrouve pas son efficacité à transformer l'amidon, même si la salive bouillie est replacée dans des conditions optimales de température de 37 degrés Celsius. Mais à l'inverse, pour des basses températures, l'enzyme est seulement inactive. Elle retrouve sa fonction catalytique dès qu'elle est replacée dans des conditions de température convenables de 37 degrés Celsius. Pour la quatrième question, d'après vos connaissances et les données, déterminez les propriétés de l'enzyme. Comme je fais l'exercice, ça donne l'amylase salivaire, mais le cours, je fais plusieurs enzymes digestifs. Les enzymes, généralement, sont des molécules qui facilitent et accélèrent la réaction chimique dans notre organisme. Et une enzyme digestive permet la destruction d'un aliment complexe en fractions d'aliments, puis en nutriments essentiels. Pour les propriétés de l'enzyme, l'enzyme a une fonction catalytique.
Donc une enzyme accélère une réaction chimique et se retrouve intacte à la fin de celle-ci. يعني أن الأنزيم تحفز التفاعل فقط وتسرعه، ما كيحدثش فيه تغيير، تبقى كيف ما هو بعد ما تنتهي التفاعل. Elle a une action à faible concentration. Donc une toute petite quantité d'enzymes dans le milieu suffit à catalyser la réaction. يعني يكفي وجود كمية بسيطة من الأنزيمات باش يكون التفاعل. Elle a une action rapide. Donc l'enzyme catalyse la transformation de 1000 molécules de substrat par seconde. فله مفعول فوري. Elle a une action dans des conditions biologiques, donc des températures particulières, les canards chez l'homme voisines de 37 degrés Celsius, et des conditions de pH diverses, soit le milieu qui compte basique, soit acide, soit neutre. Et enfin, la spécificité de substrat, ça veut dire une enzyme donnée ne peut agir que sur un seul substrat ou catégorie de substrat. L'amylase salivaire n'agit que sur l'amidon. La lipase n'agit que sur les lipides. La peptidase n'agit que sur les polypeptides. Et la dernière question, schématiser la simplification moléculaire de l'amidon cuit par l'enzyme spécifique. L'enzyme, c'est l'amylase salivaire. C'est grâce à l'action de l'amylase qui permet de découper les grosses molécules d'amidon, quand vous voyez que l'amidon est une longue chaîne composée d'une succession de molécules de glucose reliées entre elles. En présence d'eau, et à 37 degrés Celsius, l'amylase va catalyser la réaction d'hydrolyse de cette grande chaîne pour libérer le maltose, qui est un sucre formé de 2 molécules de glucose. Le maltose mazal khasso yitهضم afin de briser les liaisons qui relient les molécules de glucose grâce à une autre enzyme qui est la maltase pour libérer enfin les molécules de glucose. Mais un petit rappel, on va schématiser la simplification moléculaire de l'amidon par l'enzyme spécifique. Donc, on va schématiser une succession de molécules reliées entre elles. Kul wahda représente le glucose, mais la chaîne kamla, c'est de l'amidon. Ensuite, on ajoute l'enzyme, l'amylase salivaire. On حسبوا 2 molécules, on schématise l'enzyme et ainsi de suite. Donc, on obtient plusieurs molécules de maltose. Chaque molécule de maltose est formée de 2 molécules de glucose.